Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance donc de ce cours de socialisation, normes et déviances, 4e session, qui va être consacrée, comme vous le voyez sur la diapositive, à la question de l'évolution des normes. Et on va, après avoir vu au fil des cours précédents, des grandes, je dirais pas de théories, mais des grands principes généraux de ce que peuvent être les normes, de ce que peut être la socialisation. Et on va voir comment les normes se concrétisent et comment, surtout, elles évoluent euh, au sein de la société, baignées dans la société et créant de la société du lien social. Et en particulier, donc, les normes les plus importantes, les normes qui sont socialement dominantes, qui sont les normes juridiques, hein, puisqu'on a vu que, au cours des séances précédentes, que des normes de base de la vie quotidienne, comme comment manger, comment se tenir, l'hygiène, etc., ont évolué considérablement au point que des choses évidentes aujourd'hui ne l'était pas du tout il y a 100, 200 ou 300 ans, eh bien, c'est la même chose pour les normes formelles, les normes juridiques, qui construisent l'ordre social de façon générale, de façon beaucoup plus prégnante, on pourrait dire, hein. Et donc, ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est de l'évolution de ces normes. Et les deux exemples que je vais évoquer avec vous, là, eh bien, montrent que certaines normes juridiques, qui sont des normes très importantes, peuvent changer du tout au tout dans une période relativement courte à l'échelle socio-historique, qui est, disons, l'échelle d'une centaine d'années. Hein, c'est-à-dire c'est assez faible, ça représente entre 4 et 5 générations. Et donc, ce qui est remarquable, c'est que ces normes évoluent au point de s'inverser, c'est-à-dire que quelque chose qui était prohibé devient tout à fait légal, voire normal, on va le voir, et inversement, quelque chose qui était tout à fait habituel, en tout cas acceptable, devient fortement prohibé après toute une période d'évolution. Et c'est ce processus d'évolution que je vais évoquer pour qu'on en voit bien comment il se passe dans le détail, dans dans la nature du processus de changement, euh, mais avec cette idée très forte qui est parfois difficile à saisir, que à la fois le changement provient de la société, c'est-à-dire de ce que les étudiants appellent dans leur copie les mentalités. Les mentalités, en réalité, c'est les normes, c'est les normes ordinaires, c'est-à-dire la façon de voir les choses, la morale, les conceptions ordinaires. Et, mais que donc ces mentalités changent, ces normes ordinaires changent, les normes juridiques évoluent en fonction de ces changements, qu'elles peuvent contribuer à définir, mais en plus, le phénomène inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que les normes elles-mêmes induisent du changement social. C'est-à-dire que parfois, des choses évoluent parce que eh bien, les normes juridiques, le droit, a posé un certain nombre de choses et que la société va devoir s'adapter à ce nouveau droit qui a été posé par ceux qui ont créé ces normes et qui n'étaient pas forcément majoritaires ou qui ne suivaient pas forcément, c'était politiquement majoritaire, mais ça ne correspondait pas à la tendance dominante. Je prends un exemple, c'est l'abolition de la peine de mort. Quand la peine de mort a été abolie en France en 1981, la majorité des Français étaient opposés à l'abolition de la peine de mort. Et euh, en dépit de cela, la loi a été votée, et je pense qu'aujourd'hui, si on devait rétablir la peine de mort, on n'aurait pas forcément une majorité. La plupart des gens, ils seraient toujours, enfin la plupart des gens, ils seraient opposés, surtout que maintenant, elle est prohibée non seulement en France, mais dans l'Europe tout entière. Et donc, la conception qu'on a de la peine en général, en particulier des peines par rapport à des crimes graves, a évolué parce que le droit a évolué. De la même façon, antérieurement, quand on a supprimé la torture, par exemple.
plus personne aujourd'hui ne voudrait rétablir la torture. Et pourtant, c'est une forme de peine qui a été dominante à une époque. Enfin voilà, donc pour vous dire que c'est la société qui change les normes juridiques, mais les normes juridiques également font évoluer la société. C'est un point essentiel à comprendre si on veut donc comprendre pleinement les processus que je vais indiquer et cet aller-retour entre des forces sociales et des principes juridiques. Alors, les deux domaines que je vais évoquer avec vous successivement sont ceux, premièrement, des drogues illicites, dont on va voir qu'elles étaient relativement, disons, légales, mais en plus tolérées moralement pendant toute une époque qui se termine au début du XXe siècle, donc au XIXe, grosso modo, hein, et même avant, et que progressivement, au cours du XXe siècle, elles deviennent de plus en plus prohibées, au point d'être très lourdement condamnées, en tout cas pas forcément dans leur consommation, mais dans leur trafic, comme on dit, hein, dans le commerce de ces drogues, à la fin du XXe siècle. Et donc le second exemple, c'est celui de ce que je vais appeler, faute de mieux pour l'instant, l'homosexualité, c'est-à-dire des pratiques, enfin je donnerai la définition plus précisément, mais de pratiques à la fois sexuelles et amoureuses entre personnes du même sexe, du même genre, et qui à une époque, et encore au XIXe siècle, était fortement réprouvé, sinon réprimé, c'est-à-dire réprouvé par la morale et parfois réprimé par le droit, on va le voir, et comme c'est d'ailleurs encore le cas dans certains pays aujourd'hui, alors que progressivement, donc au XXe siècle, et cela se vérifie au début du XXIe, l'homosexualité devient tout à fait tolérée, puis plus que tolérée aujourd'hui, puisqu'elle est en quelque sorte normalisée. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Alors donc la première chose que je vous propose de voir un peu dans le détail, c'est la question des drogues illicites. Et donc l'évolution des normes, des règles morales et des règles juridiques s'agissant des drogues illicites. Alors, la première chose à faire, comme toujours, quand on fait un travail sociologique sur un objet, c'est de bien définir cet objet, parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Et en plus, cet objet est défini par la société, par les discours, par les médias, par les politiques, par tout ce qu'on veut, et donc on ne sait pas forcément de quoi on parle, et on peut avoir des arguments et des discussions scabreuses sans parler, sans observer précisément et surtout scientifiquement l'objet. Donc pour faire de la science un objet, il faut le définir. C'est donc le premier point. Alors, quelle définition peut-on donner des drogues illicites? Eh bien, je ne peux pas en donner une autre définition que celle que donne le droit. Et notamment parce que les drogues en question sont illicites. Et c'est ça qui m'intéresse précisément. Parce qu'un certain nombre de drogues, en cas qui pourraient être considérées comme des drogues, c'est-à-dire quelque chose qui altère la conscience mentale des individus, eh bien, certaines drogues sont légales, soit sous forme d'une vente libre. On pourrait citer évidemment l'alcool, qui est une forme de drogue qui est légale, le tabac, peut-être quelques autres. Et puis, on pourrait aussi citer certaines qui ne sont pas en vente libre, mais qui sont en vente prescrite, disons, un certain nombre de médicaments qui sont des drogues, non pas qui altèrent forcément l'état mental, mais qui font en sorte que, non seulement de guérir, mais peut-être de protéger de la douleur, et qui sont qu'on peut prendre à condition qu'elle soit sur prescription médicale. Si vous prenez l'exemple de l'opium, l'opium qui donne lieu à à l'héroïne, totalement illégale, donne lieu aussi à un certain nombre de médicaments qui sont en vente en pharmacie, qui vont de certains médicaments pour la gorge, dans lesquels il y a une petite dose d'opium, qui font que certains toxicomanes vont les prendre
de façon courante pour pouvoir subvenir à leur passion, disons, et certaines formes médicales ou pharmaceutiques qui sont de l'opium sous une forme très concentrée, c'est la morphine, notamment pour les gens qui ont des douleurs extrêmement violentes et pour qui la morphine est un soulagement extrêmement précieux. Donc voilà, hein, vous voyez que la définition de ce qui est une drogue, y compris s'agissant de certains produits, peut être tantôt licite, tantôt illicite. Et ce sur quoi je vais me focaliser là dans cette discussion, si vous voulez, c'est sur comment certaines drogues deviennent illicites et comment, autrement dit, elles sont interdites, pourquoi on les réprime euh, et pourquoi sont-elles plus particulièrement visées. Alors, les drogues en question, donc, je les présente, c'est pas limitatif, mais enfin, c'est l'essentiel, hein, les principales vraiment qui sont massivement consommées dans les pays européens notamment. Ce que j'appelle ici les opiacés, donc ce sont les dérivés de l'opium. On consomme peu d'opium pur aujourd'hui, en tout cas en France ou en Europe. En revanche, on consomme pas mal d'héroïne. Et l'héroïne est un dérivé de l'opium. De même que certains autres produits qui ont existé dans le passé. Je vous en dirai deux mots. Donc, c'est les opiacés, tous les dérivés de l'opium, dont la morphine, mais elle qui est licite, eh bien, ces dérivés sont illégaux pardon, en France. Le cannabis, bien connu, hein, qui se décline sous toutes sortes de formes, du hashish, en passant par l'herbe, et avec toutes sortes d'autres formes de pollen d'huile de cannabis, enfin ce qu'on voudra, et évidemment de consommation très répandue en Europe et parfaitement illégale, comme vous le savez, y compris d'ailleurs pour usage médical, sachant que il a été légalisé pour usage médical dans certains pays hors Europe. La coca, enfin, ou les dérivés de la coca, c'est-à-dire notamment la cocaïne. Donc la coca est une plante, une feuille qui provient d'Amérique du Sud, comme vous savez sûrement, et qui, transformée par des voies chimiques, donne de la cocaïne, qui est une drogue très puissante et qui est illégale dans les pays européens, comme la plupart des pays au monde d'ailleurs. Et puis, qu'il ne faut pas oublier, donc un certain nombre de drogues de synthèse, c'est-à-dire qui sont fabriquées par des opérations de synthèse chimique, dont les plus connues sont le LSD, hein, qui est extrêmement puissant et hallucinogène, mais où on a aussi l'ecstasy qui s'est développé à partir des années 90, alors que le LSD est plus ancien, il s'est développé à partir des années 60. Donc des années 1990, on voit apparaître l'ecstasy et d'autres formes dérivées de l'ecstasy avec des molécules équivalentes qu'on appelle les design drugs en anglais dans le texte. Voilà, donc c'est de ça dont il s'agit. Maintenant, on va voir que les choses sont plus compliquées parce que c'est pas vraiment les drogues qui sont illicites, c'est soit leur consommation, soit leur possession, soit leur cession, comme disent les juristes, c'est-à-dire leur vente, soit leur transformation, c'est-à-dire le fait de fabriquer, soit de planter d'exploiter du cannabis ou ce que vous voudrez, hein, soit, soit de le transformer pour en faire un produit que l'on peut s'injecter ou que l'on peut prendre sous une forme ou une autre différente de sa forme initiale naturelle. Voilà, donc quelques éléments, je reviendrai, vous verrez que tout ça se décline de diverses façons en fonction des périodes. Alors, justement, s'agissant de période, là, donc, je vais faire un historique ou en tout cas une rétrospective chronologique. Ça n'est pas un enseignement d'histoire, donc il ne s'agit pas de faire de l'histoire des sociétés, il s'agit de comprendre comment les normes évoluent dans le temps. Donc, c'est une approche socio-historique que je fais ici, mais qui nous oblige à remonter jusqu'au XVIIIe et au XIXe siècle. Et
sans rentrer trop dans le détail, il faut savoir que donc au XVIIIe siècle, c'est la période où les pays occidentaux européens conquièrent l'Asie, tendent à la coloniser et, et notamment en Inde, enfin, pour ne pas la nommer, le Royaume-Uni, l'Angleterre, va exploiter l'opium en Inde, hein, le faire pousser et fabriquer de façon massive, pour ensuite euh, l'exporter vers la Chine, qui était, les Chinois étant de grands amateurs de ce type de produit, et le commerce de l'opium va être organisé de façon tout à fait systématique par les Anglais, exportant donc, transformant l'opium en Inde et puis l'exportant ensuite en Chine. Euh, ce, qui a, ce qui a eu des conséquences extrêmement fâcheuses, puisque les Chinois, ou le gouvernement chinois, l'Empire de Chine à l'époque, était fortement opposé à cela, parce qu'évidemment, il faut bien comprendre que l'opium est quelque chose qui a des conséquences extrêmement fortes. C'est-à-dire que si on consomme de l'opium régulièrement, on est dans un état d'oisiveté, d'inactivité, d'impossibilité d'agir. Hein. L'opium est hallucinogène, mais surtout, elle crée un effet d'apaisement tel qu'on ne peut plus travailler et on ne peut plus s'occuper de sa famille, etc. Et donc, une consommation massive d'opium dans un pays a des effets extrêmement néfastes sur le fonctionnement social, et économique bien sûr, d'une société, et qui donc est menaçant pour l'ordre social dans son ensemble. Et donc la Chine, qui à l'époque était déjà une puissance pas aussi importante qu'aujourd'hui, mais extrêmement importante, et bien s'oppose vigoureusement à cela, au point que, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet épisode de l'histoire de l'Asie, mais au point que la Chine bloque les ports, ces ports de Shanghai, etc., pour la flotte anglaise, qui donc l'empêche d'importer l'opium, et que les Anglais ne sont pas contents du tout, et qu'une guerre éclate entre les deux pays à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez approfondir la question en lisant un certain nombre d'ouvrages, mais si la chose vous intéresse, hein, il y a toute une littérature abondante là-dessus. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'à l'époque, le trafic de drogue, de l'opium en particulier, qui est des drogues les plus puissantes qui soient, a été organisé de toute façon tout à fait légale, et en plus, plus que cela, il a été défendu par l'État anglais contre l'État chinois, parce que c'était l'objet d'un commerce au même titre que les épices ou que d'autres produits de ce type. Et par conséquent, et de commerce international. Par conséquent, on voit comment la drogue était à l'époque quelque chose non seulement de légal, mais de normal, mais en plus que l'on exportait et qui faisait l'objet d'un commerce. Alors, évidemment, on voit que ça produit du désordre social, et ça, tout allait bien tant que ça produit du désordre social dans un pays étranger, très loin éloigné comme la Chine, et pas en Europe. Le problème est évidemment survenu quand une partie de cet opium est arrivée en Europe. Alors, il n'est pas arrivé par un commerce direct, c'est-à-dire que les exploitants anglais, les grandes sociétés commerçantes n'ont pas diffusé la drogue, l'opium en Europe directement, mais il s'est principalement diffusé par une voie semi-clandestine qui était celle des ports, puisque des marins qui voyageaient, c'était très dur de voyager à cette époque, ont rencontré l'opium, l'ont consommé, l'ont trouvé plus doux et plus apaisant que l'alcool, et se sont mis à en consommer, à en importer en tout cas en Europe, dans les ports européens. Et donc, dans les ports, on trouvait facilement de l'opium qui n'était pas illégal. On trouvait des fumeries d'opium. Et
Les prostituées, évidemment, en consommaient aussi. C'était une façon pour les marins de payer les prostituées. Et par ce biais-là, ça s'est diffusé un petit peu dans toute, pardon, dans toute la société française. Et on trouve de l'opium très vite, à la fin du XIXe siècle, partout en Europe, et pas seulement dans les ports. À tel point que, puisqu'il n'y a pas de contrôle, à tel point que elle est transformée, parce qu'on peut transformer l'opium, fumer de l'opium, c'est quelque chose d'extrêmement acre et désagréable que de fumer. Les effets sont agréables, mais la consommation ne l'est pas, donc on peut transformer l'opium. Ce que l'on va faire, certains vont transformer l'opium sous une forme liquide, soit de quelque chose qui se consomme par voie orale, c'est-à-dire qu'on le boit, qu'on l'avale comme un sirop, ça s'appelle le laudanum, euh, qui va être distribué enfin vendu dans les magasins spécialisés qui était ce qui existait avant les pharmacies, avant que la pharmacie soit contrôlée, et qu'on appelait comment? On appelait ça des drogueries, hein, qui vendaient de la drogue, des drogues illicites, notamment des drogues pour se soigner. Et le laudanum était une drogue licite, très vite à la fin du XIXe siècle, et très utile parce qu'à l'époque, les gens souffraient beaucoup, ils se blessaient sans arrêt dans les usines, à la campagne, etc. Et qu'ils étaient dans une souffrance permanente, souvent, et que le laudanum, en plus, il n'y avait pas de toute la médecine qu'il y a aujourd'hui, avec des maladies qui donnaient, occasionnaient des souffrances, et donc le laudanum permettait de soulager ces souffrances, de, de vivre mieux avec ses souffrances, et donc très vite on consommait beaucoup de laudanum. Mais, notamment pour les gens qui étaient qui souffraient, bon, qui avaient des blessures, etc., consommaient beaucoup de laudanum. Ceci étant, l'un des effets des produits opiacés que je ne vous ai pas signalé encore, c'est que ça crée une dépendance très forte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a consommé, on ne peut plus s'en passer, même si on ne souffre plus. Et donc le laudanum va créer un effet de dépendance extrêmement puissant. Et les gens vont commencer à consommer beaucoup, beaucoup de laudanum après qu'ils ont commencé pour une première fois à en consommer. Alors non seulement l'opium se diffuse sous la forme de laudanum dans le peuple, on pourrait dire, chez le commun des Français, mais par surcroît, il se diffuse aussi dans la grande bourgeoisie parisienne notamment, et sous la forme, enfin l'opium sous la forme de morphine, et qui va être consommé dans les salons, et va être consommé sous la forme d'injections, d'injections hypodermique ou veineuse, et on va avoir, enfin en particulier les femmes, ce sont les femmes qui vont être les principales consommatrices de morphine, et vont être créées pour elles des magnifiques petites seringues en argent, parce que l'argent est ne rouille pas et par conséquent n'est pas dangereux comme métal qu'on peut pour utiliser donc en intraveineuse, et donc elles auront ces jolies petites seringues en argent dans des jolies petites boîtes en cuir, etc. Et ce sera de très grand chic, et de se piquer sous la jupe, dans la jambe, etc. Donc vous voyez que des pratiques qui sont aujourd'hui considérées comme des pratiques très déviantes, attribué à des toxicomanes qui sont dans une situation de détresse sociale et psychologique, en tout cas c'est l'image qu'on en a aujourd'hui, eh bien était à l'époque quelque chose qui était propre à la bourgeoisie, et à ceci près que, évidemment, l'effet que je viens de vous signaler, qui est l'effet de dépendance, eh bien, a a des conséquences extrêmement néfastes pour ces femmes, sans parler des conséquences que ça peut avoir sur la santé que de se piquer, c'est-à-dire attraper des maladies par cette voie-là. Mais le simple fait de consommer régulièrement, on consomme de plus en plus, et comme je vous le disais, l'opium a des effets
qui provoque une espèce d'oisiveté, de passivité, etc., et qui fait que, eh bien, que les femmes de la bourgeoisie deviennent de plus en plus accros, comme on pourrait dire aujourd'hui, à l'héroïne, enfin, pardon, à la morphine, et que du coup, elle soit en quelque sorte complètement rendue amorphe par cela et qu'elle ne puisse plus participer à la vie sociale, ça devenait un vrai souci pour les hommes et donc pour toute la bourgeoisie. C'était une menace qui a pesé sur cette bourgeoisie, qui va induire la première période de prohibition dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais pendant ce même temps, il y a toute une valorisation des effets positifs des drogues, de la morphine, du laudanum, du cannabis, hein, appelé hashish, par toute une série d'auteurs romantiques de l'époque, les plus connus étant Charles Baudelaire, Alexandre Dumas, Théophile Gautier pour la France, pour l'Angleterre, un auteur peu connu qui s'appelait Quincy, mais qui a été comme Baudelaire, un de ceux qui a le plus parlé des drogues pour les mettre en valeur. Mais Edgar Poe, par exemple, ou Stevenson étaient des grands consommateurs. Et si vous lisez attentivement Sherlock Holmes, hein, vous verrez que ce brave Sherlock Holmes consomme de la morphine et de l'héroïne et de la cocaïne régulièrement sous la forme intraveineuse et que c'est censé lui apporter toutes sortes de capacités mentales et d'intuition, etc. Et Arthur Conan Doyle, donc, qui était l'inventeur de Sherlock Holmes, c'est l'auteur qui écrit ses romans, eh bien, avait lui-même expérimenté et le met en scène dans les romans de Sherlock Holmes. Et donc, tout ça pour dire que il y a ce que j'appelle ici le romantisme narcotique, hein, c'est-à-dire toute une valorisation des drogues par les auteurs qui étaient des grands auteurs qui sont reconnus aujourd'hui, poètes ou romanciers, qui sont les grands auteurs du romantisme en France ou en Angleterre, et qui était porteur de la défense, enfin plus pas de la défense, de la promotion des effets des drogues. Donc voilà, les drogues auraient des capacités positives sur le mental et qu'il faudrait consommer, en particulier ces drogues assez dures que sont la morphine, la cocaïne ou le cannabis. Cette époque se termine à la fin du 19e et au début du 20e avec un certain nombre de réticences croissantes vis-à-vis des drogues. En Chine, pour les raisons que je vous ai indiquées, parce que après la guerre, la consommation d'opium a continué de prévaloir en Chine, malgré les efforts du gouvernement, et puis chinois, et puis en Europe, parce qu'on commence à en constater les dégâts. C'est-à-dire que les femmes de la bourgeoisie eh bien, sont dépendantes et ça pose des problèmes. Ça occasionne des problèmes de santé, ça occasionne des problèmes de dépendance. Le laudanum en vente libre constitue une limite qui est celle de le fait qu'un certain nombre de personnes deviennent dépendantes et ne peuvent plus travailler parce qu'ils sont des consommateurs permanents de laudanum sous forme, pardon, d'opium sous forme de laudanum. Donc, ça commence à poser des problèmes sanitaires et du côté international, suite notamment aux plaintes de la Chine, une première réunion, disons, a lieu à Shanghai en 1909 pour préconiser d'interdire le commerce international de drogue, en particulier d'opium, et accessoirement de la coca qui commençait à être exploitée aussi sous forme de cocaïne par des grandes entreprises européennes, notamment allemandes.
Et puis, une réunion de Shanghai va déboucher sur des accords internationaux signés à La Haye, donc en Hollande, en 1912, qui vont donc réglementer fortement et grosso modo prohiber le commerce international d'un certain nombre de drogues, celles que je viens d'indiquer. Et épisode suivant, là non plus au niveau international, mais au niveau national, donc une loi est promulguée en France pour interdire un certain nombre de drogues qui vont être appelées substances vénéneuses, qui vont être donc classifiées, listées et caractérisées en termes chimiques et biologiques. Et de telle sorte que ces drogues vont être interdites à la production, à la revente, au commerce et à la consommation. Alors, la date de promulgation de cette loi est étonnante. Vous voyez, 1916, on est en pleine guerre de 14-18. Donc ça fait un peu moins de 100 ans là, que cette loi est promulguée. Et comment peut-on se préoccuper de questions de drogue en plein pendant la guerre alors qu'il y a sûrement d'autres enjeux plus graves? Ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard parce que pendant la guerre de 14, dont vous savez, surtout que depuis 2014, on en parle beaucoup, était une guerre extrêmement violente avec des soldats qui souffraient abominablement, c'est peu de le dire, dans les tranchées. Toutes les drogues pouvant les soulager étaient évidemment consommées autant que faire se peut pour que, à la fois, pour leur prodiguer des soins, mais aussi de façon clandestine dans les tranchées. Et sans que vraiment les officiers puissent l'empêcher, puisque c'était une des seules façons de faire tenir ces malheureux soldats. Donc, il y a des hommes qui rentrent de la guerre complètement drogués au laudanum ou à des produits, à la cocaïne, parce que la cocaïne était produite par des industriels allemands et diffusée du côté allemand. Et donc on a accusé les Allemands de vouloir droguer, bien sûr, intoxiquer nos braves soldats, nos braves poilus, avec de la cocaïne. Donc d'une certaine manière, la drogue est devenue un objet un enjeu fort, si vous voulez, de la guerre, sans qu'on en ait beaucoup parlé, mais c'est évidemment quelque chose qui a à voir avec la guerre. Et donc, cette loi prohibe un certain nombre de drogues pour éviter que notamment pour que les hommes rentrant de la guerre rentrent complètement drogués et puissent continuer de consommer ces drogues après dans leur lieu de vie habituel. Ceci étant, ça n'est pas venu d'un seul coup. Toutes les réflexions que je viens de vous indiquer sur le caractère problématique de la consommation de drogue sur le plan sanitaire depuis la fin du XIXe siècle ont joué en faveur de cette première prohibition qui va donc interdire un certain nombre de drogues classifiées sous l'appellation de substances vénéneuses et qui comportent notamment l'opium, le cannabis et la coca et tous leurs dérivés, notamment donc l'héroïne, la morphine, la cocaïne, etc. Alors, cette époque-là est une époque aussi où le savoir médical et pharmaceutique progresse et on maîtrise de mieux en mieux, si vous voulez, les produits pharmaceutiques et leurs effets. Et donc, on sait que la morphine, qu'un certain nombre, l'opium et que d'autres produits de ce type-là, d'autres drogues donc, peuvent avoir des effets bénéfiques en termes thérapeutiques. Et donc, ils vont être non pas interdits totalement, prohibés, mais réglementés. C'est à partir de ce moment-là que les drogueries n'auront plus le droit de vendre un certain nombre de produits,
de drogue, et que les pharmacies vont être réglementées à partir du début du XXe siècle. Hein, je crois que la loi date de 1908 très précisément, mais c'est toute cette période-là qui réglemente les pharmacies, qui deviennent des officines tenues par des gens qui ont des diplômes à caractère chimique, biologique et médical, et qui donc ne pourront délivrer des médicaments que sur ordonnance, ou certains autres médicaments peuvent être délivrés sans ordonnance, mais seulement par des pharmaciens. Et donc les drogueries vendront de moins en moins de produits de ce type-là, voire plus du tout. Et c'est pour ça que à la fin du XXe siècle, les drogueries vendent tout sauf des drogues, c'est-à-dire qu'elles vendent des produits ménagers. Sauf que d'ailleurs, certains produits ménagers ont été consommés à la fin du XXe siècle euh, comme drogue, et qu'ils ont dû être, on pense à l'éther par exemple, enfin, l'éther a été vendu en pharmacie plus tôt que la fin du XXe siècle, mais d'autres produits ménagers, et donc ont été interdits dans les drogueries aussi jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc vous voyez que les drogueries vendent de moins en moins de drogues, mais gardent ce nom de droguerie jusqu'à la fin du XXe siècle, puisqu'aujourd'hui, les drogueries, il n'y en a plus guère au XXIe siècle. Voilà, donc cette évolution, cette première phase de prohibition, dans la deuxième période, qui est un moment fort, et qui va donner lieu donc ensuite à un contrôle de la consommation de drogue par la police. Hein, c'est les fameuses brigades du Tigre, c'est-à-dire une police professionnelle qui va faire la chasse aux trafiquants de drogue dès les années 20. Le Tigre étant Clémenceau, et qui organisait cette bataille contre le banditisme, et le banditisme lié à la drogue, entre autres, qui apparaissait à cette époque-là. Eh bien, il va le faire avec, en organisant vraiment le contrôle des drogues. Et durant toute cette période, la consommation de drogue va aller décroissant, puisqu'elle n'est plus disponible sur le marché, on ne peut plus l'acquérir facilement dans les drogueries, euh, il faut l'obtenir de façon clandestine, donc elle va exister dans des lieux un peu interlopes, comme on dit, c'est-à-dire des boîtes de nuit, des lieux où il y a des gens pas très bien, malfamés, hein, pas très bien lunés, etc. Donc des prostituées, des macros, des gens de la nuit, des joueurs invétérés, etc. En se rappelant qu'à l'époque, les maisons closes, comme on les appelle, hein, qui accueillent des prostituées, sont légales jusque dans les années 50. Et donc, à part dans ces lieux très restreints, on ne trouve pas de produits de type drogue illicite, de type opiacé, etc. Et donc, la consommation reste très circonscrite à certains milieux, comme entre autres certains milieux artistiques, par exemple. On sait que, par exemple, Edith Piaf consommait pas mal de drogue, mais c'était tout à fait réservé. Donc, pas de consommation de masse. Alors, tout ça va tenir jusque dans les années 60. Et les années 60 constituent la troisième période, me semble-t-il, dans le processus de prohibition des drogues, puisque on voit apparaître à cette époque-là un retour d'une certaine consommation massive, en tout cas très large, de drogues illicites, passé notamment par tout un mouvement culturel et un peu politique, que j'appelle ici mouvement hippie, mais il y a toutes sortes de choses qui se profilent dans ce cadre-là, le rock'n'roll, mai 68, et puis toute une libération des mœurs sexuelles et de pratiques comme ça, de consommation de drogue, etc., qui va donner lieu à une valorisation, hein, ce que j'appelle un nouveau romantisme, nouveau romantisme narcotique, où les drogues deviennent un instrument, c'est ça l'idée, un instrument de libération des contraintes morales
ça permet de sortir du carcan moral qu'impose la société bourgeoise, bureaucratique, etc., très étatique, très centralisée, qui existait dans les années 50 et 60. Et la drogue permet de s'en libérer, donc, et de faire la révolution dans sa tête avant de la faire dans le pays. Et donc, c'est ça qui est le principal la principale caractéristique de ce que j'appelle le romantisme narcotique de cette période-là, et qui est une idée qui est véhiculée très fortement, un peu comme ça a été le cas au XIXe siècle, par un certain nombre de messages écrits venant d'artistes qui ne sont plus seulement des romanciers, qui sont surtout, bien sûr, des musiciens de rock en particulier. L'un des morceaux de rock le plus connu en la matière, c'est les Rolling Stones qui chantent de la fin des années 60 Hot Stuff. Hot Stuff, c'est la matière chaude, enfin c'est très difficile à traduire en français, mais ça désigne par analogie les drogues, dont ils disent que c'est quelque chose qui est très attirant, très positif, qui apporte du bien-être. Et puis, donc, il y a toute une littérature après qui très clairement valorise les drogues. L'un des ouvrages les plus connus à l'époque, c'est celui de Jack Rubin, qui s'appelle Do It, hein, Do It, faites-le, c'est consommer des drogues. Et puis vous avez tout ce romantisme du road novel, road movie, etc., de Jack Kerouac, de Timothy Leary, etc. Et puis un ouvrage bien connu souvent des sociologues, c'est celui de Carlos Castaneda, qui fait plusieurs ouvrages où il apprend à être initié par un chaman indien au Mexique aux drogues, à une drogue qui est peu connue en Europe, qui s'appelle le peyote, et qui est à base de cactus. Et il raconte son récit initiatique qui lui permet de s'émanciper de son carcan d'occidental aveuglé et atteindre des états de mentaux très, très avancés, grâce à l'usage très contrôlé par le chaman qui s'appelle Don Juan, de chaman indien, amérindien. Voilà, donc on voit comment toute cette consommation de drogue est associée à un mouvement culturel, artistique, qui a des revendications politiques et qui présente des comportements très anticonformistes et voire anarchistes. Et quand je dis anarchiste, c'est pas simplement une idée, mais c'est une pratique. Si vous avez vu le film Woodstock, consacré donc au festival rock de Woodstock, on peut s'en rendre compte. Et ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le, parce que c'est tout à fait intéressant du point de vue sociologique. Il y a une scène fameuse où il pleut et ben, les participants qui sont barbus, chevelus, en torse nu, se vautrent dans la boue. Et tout se passe comme si c'était un symbole maximum du désordre social et de la bestialité en dernier ressort. Et tout ça associé aux drogues, puisque ce qui leur permet de se comporter comme des bêtes, de façon complètement absurde, délirante et rabaissante, eh bien, c'est leur consommation de drogue qui est mise en scène sans cesse dans ce film. Et voilà, donc mais toute la littérature, toute la cinématographie, toute la musicalité, enfin la musique de cette époque-là est associée aux drogues. Et la consommation de drogue, donc, en particulier de cannabis, mais aussi d'héroïne, mais aussi de LSD qui est apparu donc à cette époque-là, qui a été inventé dans les années 60, et qui se répand parce que assez facile à produire et peu cher, et très puissant, provoquant des hallucinations qui peuvent durer plusieurs heures, etc. Tout ça se répand et crée évidemment ce que certains sociologues ont appelé une panique morale dans la société américaine et dans les sociétés européennes, hein, dans les pays européens, où on se retrouve avec
un anticonformisme de plus en plus important, qui se répand dans la société, qui menace l'ordre social, qui menace l'ordre politique, puisqu'il y a un discours politique anti-institutionnel derrière. Et tout cela induit une forte crainte de la part des élites, de la part de ceux qui ont le pouvoir, ce d'autant que une bonne partie de ceux qui sont dans cette révolte romantique, à la fois culturelle et politique, et normative, donc, eh bien, sont eux-mêmes des enfants de la bourgeoisie. Ce ne sont pas les enfants d'ouvriers qui sont principalement touchés par cette consommation de drogue, ce sont les enfants des classes moyennes supérieures, voire des classes supérieures. C'est, comme on avait vu qu'au XIXe siècle, les femmes de bourgeois avaient posé problème, eh bien là, clairement, les enfants de la bourgeoisie posent problème à leurs parents, et qui sont les garants de l'ordre social, et qui sont particulièrement attachés parce que l'ordre social leur profite. Hein, ils sont considérés comme à la tête de la société. Et donc, c'est sous la pression de cette bourgeoisie, sous la pression de tous ceux qui sont influents et qui voient leurs enfants dériver non seulement dans la drogue, mais surtout dans des comportements insupportables qui estiment, le vocabulaire de l'époque c'était décadent, la décadence de la société, ça représentait la décadence de la société. Pour éviter cette décadence, c'est-à-dire le chaos, l'absence de normes, eh bien, il faut l'une des choses à faire, c'est de prohiber les drogues. Encore plus durement, elles l'étaient, mais pas suffisamment. Certaines drogues n'étaient pas classifiées, le LSD notamment, ou d'autres drogues venant d'Amérique du Sud, comme le peyote et d'autres choses comme ça, et certains champignons hallucinogènes. Et donc tout ça fait que on va promulguer une nouvelle loi en 1970, donc, qui interdit un certain nombre de drogues, et surtout qui va réprimer d'autant plus ces drogues. Et notamment le commerce de ces drogues. C'est-à-dire que ce qui va être réprimé principalement, c'est la production et le commerce des drogues, qu'on estime devoir être réprimé, parce que c'est là que se situe le risque de diffusion massive de la drogue. On commence à être dans une société du commerce, de la consommation de masse, et on voit bien comment la drogue peut devenir un objet de consommation de masse. Et donc, cette loi est promulguée, mais l'une des caractéristiques de cette loi, c'est qu'il y a une dimension de répression, mais il y a aussi une dimension qu'on pourrait appeler de médicalisation, c'est-à-dire que les consommateurs, eux, alors certes peuvent être réprimés, mais surtout on va prévoir un dispositif qu'on appelle les injonctions thérapeutiques, peu importe, pour qu'il puisse y avoir une prise en charge médicale de ces drogués, notamment des héroïnomanes, parce qu'on peut considérer que, et c'est les spécialistes des drogues, les médecins, etc., qui disent que le problème de l'opium, ses dérivés, notamment l'héroïne, c'est qu'elle crée une dépendance, et que ça devient un syndrome de santé médical, et plus simplement une question sociale, une question de choix personnel, de consommer ou de ne pas consommer. Qu'à un moment donné, on est pris dans une dépendance qui a un caractère médical, et qui n'est plus simplement social, individuel, etc. Et donc, la justice peut renvoyer vers la médecine, et la médecine est appelée à développer des procédures de prise en charge et de soins, en tout cas de traitement de ces dépendances à la drogue, en particulier à l'héroïne. Ce qui va se développer effectivement dans les années 70, mais finalement de manière assez faible, à part quelques endroits particuliers, à Paris ou ailleurs. Les centres de prise en charge sont peu nombreux, pas très développés, faiblement financés, etc. Et c'est le parent pauvre du milieu socio-médical, hein, médico-social, c'est-à-dire que ça n'est pas très prestigieux que de soigner des toxicomanes. Ceux qui ont connu cette époque se souviennent peut-être
d'un docteur Olivenstein qui avait écrit un ouvrage célèbre à l'époque qui s'appelait Il n'y a pas de drogué heureux et qui proposait donc de leur apporter des soins, une prise en charge. Alors, cette médicalisation-là présage déjà de la dernière période, celle qui va apparaître peu de temps après, en réalité, à l'échelle historique, c'est-à-dire celle des années 80-90, où le choc du sida a un effet considérable et ne va pas changer la législation, c'est-à-dire qu'on garde la législation de 1970, mais on va la renforcer autour de ces deux pôles. D'une part, la répression du trafic, qui va devenir de plus en plus féroce. Le trafic d'héroïne, par exemple, devient quelque chose de criminel, c'est-à-dire qu'il passe en cour d'assises, avec des peines dépassant 10 ans de prison. Donc c'est très sévèrement réprimé. Et d'un autre côté, comme la consommation d'héroïne apparaît clairement comme quelque chose relevant du médical, parce que beaucoup de toxicomanes sont touchés par le sida, sont séropositifs et tombent malades et donc décèdent, etc., on s'en saisit comme d'un problème sanitaire, et notamment parce que la contamination, l'épidémie, devient un problème général plus grave que la question de la drogue et des désordres sociaux qu'elle occasionne, comme c'était pensé dans les années 60-70. Et donc dans les années 80 et surtout 90, on va penser la drogue, et notamment l'héroïne, par intraveineuse, comme un problème médico-social. Et là, très clairement, on va financer massivement des centres de soins et notamment des nouvelles méthodes, enfin qui sont nouvelles parce que on les développe. Techniquement, elles existaient auparavant, mais notamment la technique de substitution, substituer l'héroïne par un produit qui évite la dépendance. Et puis d'autres techniques qui consistent à ce qu'on a appelé la réduction des risques, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que les toxicomanes, par intraveineuse notamment, puissent continuer de consommer s'ils le souhaitent, mais de façon propre. C'est-à-dire qu'ils peuvent acheter des seringues, ce qui était interdit auparavant dans les pharmacies, des seringues propres pour ne pas réutiliser la même ou se les changer, leur apprendre des techniques de désinfection, etc. Hein. Donc, faire en sorte qu'ils puissent consommer de la drogue avec un moindre risque de contracter le virus du sida, le HIV. Donc voilà, hein, c'est une période qui ne change pas le processus de prohibition, mais qui le renforce encore en focalisant, enfin en polarisant d'un côté la répression des drogues dures, comme on dit, et de leur commerce, et de l'autre côté en favorisant la prise en charge sociale, psychologique et médicale de ceux qui sont les consommateurs, notamment les consommateurs abondants, dépendants, etc. Avec ce point aveugle qu'il faut quand même signaler, qui est que le cannabis, lui, se diffuse largement dans la société française, et notamment chez les jeunes des classes populaires, des classes ouvrières, dans les cités ouvrières, etc. Au point de donner lieu à un commerce, comme on sait, extrêmement abondant, des petits trafiquants de cannabis qui sont très nombreux et qui en vivent, et qui sont très jeunes souvent, et qui créent des problèmes de banditisme, disons, dans certains quartiers de certaines villes, ou de certaines régions de France autour de Paris, ou Marseille ou Lyon. Et puis, euh, et puis donc une consommation récréative, habituelle, de toutes sortes de jeunes, d'ailleurs parfois très jeunes, qui consomment du cannabis en ayant l'impression que ça n'est pas grave, que c'est illégal sans l'être, ce qui est effectivement le cas, puisque la consommation elle-même n'est pas réprimée, personne ne se fait vraiment condamné pour de la consommation simple.
On se fait condamner quand on en possède beaucoup, même si c'est pour la consommation. Mais le fait d'en consommer, de fumer un joint, n'est pas, n'est pas réprimé autrement que par la police qui va vous demander de passer 2 heures au poste et vous relâcher après, dans le pire des cas. Donc, il y a une faible répression du cannabis, en tout cas de sa consommation, et une très grande diffusion de la chose, sans qu'il y ait la moindre, pour le coup, il y a de la répression, notamment sur le commerce, mais très peu, voire pas du tout, de, euh, de prise en charge médicale, sociale, psychologique, parce que le cannabis ne diffuse pas le sida, le HIV, parce que il ne crée pas une dépendance extrêmement violente comme les opiacés, puis parce que sa consommation est très massive, que on ne sait pas très bien comment traiter la chose, sachant que c'est pas tellement la consommation de drogue qui a des conséquences, mais c'est les, les effets secondaires, c'est-à-dire la déscolarisation de certains jeunes, des conduites violentes sous l'emprise de la drogue, et bien sûr tous les problèmes de conduite en état d'ébriété cannabique. Donc, des accidents de voiture qui peuvent être occasionnés par ça. Euh, donc voilà, hein, le problème du cannabis, je le soulève parce qu'on est actuellement dans quelque chose où la norme et la prohibition du cannabis est tout à fait... on ne sait plus très bien quoi en faire, à tel point que certains pays le légalisent sous certaines conditions. On sait que la Hollande l'a légalisé plus ou moins, et depuis très longtemps, depuis les années 80 d'ailleurs, mais qu'aujourd'hui, certains États des États-Unis, certains États d'Amérique du Sud, l'Uruguay notamment, ont légalisé le cannabis, et qu'en France, il reste totalement illégal, totalement réprimé, et qu'on n'offre pas d'alternative à la répression en termes de prise en charge. Et donc, la prohibition reste la norme, mais que la norme juridique, mais que dans la société, la norme ordinaire tolère très largement la consommation de cannabis. Les parents sont beaucoup moins inquiets si leurs enfants fument un joint de temps en temps qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans, où ils considéraient ça comme une abomination. D'ailleurs, certains des parents aujourd'hui ayant eux-mêmes consommé du cannabis quand ils étaient plus jeunes, donc voire continuant d'en consommer. Donc voilà, il y a une banalisation du cannabis, mais qui ne donne pas lieu à une normalisation, parce que juridiquement, on ne change pas les textes. Comme je le dis toujours, je ne pas prendre des paris, mais je ne serais pas étonné que d'ici quelques années, le cannabis soit légalisé ou dépénalisé, ce qui n'est pas la même chose en France, pour une raison simple, c'est parce qu'on ne peut pas le contrôler et que ça coûte beaucoup plus cher de le contrôler, de l'interdire en tout cas, que d'une certaine manière, en organiser la vente, ce qui pourrait en plus rapporter des taxes. Donc, mais ça n'est pas de la sociologie, car le sociologue ne doit pas être un prophète, il doit simplement analyser les réalités. Donc, ça, c'est pour essayer de voir comment les choses pourraient progresser, mais on ne sait jamais comment les choses évoluent. Voilà. Alors, en conclusion, donc, sur ce grand parcours des drogues illicites depuis le 18e, 19e siècle jusqu'au 21e, donc sur plus de 200 ans, mais en réalité, la période critique et la période décisive, c'est la période qui va du début du XXe siècle, hein, avant la guerre de 14, jusqu'à la fin du XXe siècle, dans les années 90, avec notamment la prise en compte des effets du sida et de sa diffusion parmi les toxicomanes. Eh bien, ce qu'on constate, c'est une inversion de la norme, c'est-à-dire que elle part d'un état où elle était légale, où elle était non seulement légale, mais valorisée soit par le commerce, par exemple, en Asie, soit par un discours et un certain nombre d'esthétique romantique
au 19e siècle, qui valorisait la consommation de drogue comme ayant des effets positifs, hein, comme chez Sherlock Holmes, ça développait ses capacités de déduction, soi-disant, et à quelque chose d'extrêmement négatif, c'est-à-dire qu'à la fin du XXe siècle, les drogues illicites sont fortement prohibées, fortement considérées comme immorales, c'est-à-dire qu'on s'inquiète, ceux qui consomment de la drogue, et notamment beaucoup, sont je ne vais pas montrer du doigt, mais sont tenus un peu à l'écart, sont un petit peu dévalorisés, sont considérés, comme je le disais tout à l'heure, comme des toxicomanes qui sont des marginaux ou des déviants, etc. Euh, alors que on sait bien que, par exemple, la cocaïne peut être consommée par la cocaïne présente un certain nombre de caractéristiques qui fait qu'elle provoque moins d'effets de retrait de la société et elle est consommée massivement dans certains milieux des élites, hein, mais ça est beaucoup moins évoqué. On ne pense pas que certains des personnages qui ont, sauf quand on le découvre, hein, qui ont une grande reconnaissance sociale, notamment dans les médias, et puis être des consommateurs massifs de cocaïne. On a eu quelques exemples récemment dans les médias français, parmi les hommes des médias. Et voilà, hein, donc on est dans cette situation-là où la drogue est fortement réprimée, fortement immorale, mal vue, considérée comme provoquant des déviances irrémédiables, une espèce de marginalisation des toxicomanes. Et le terme de toxicomane lui-même est porteur de ce sens négatif, hein. Il a une connotation médicale, toxicomane, euh, et, et, euh, et on l'associe à des situations de grande détresse, voire exclusion. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut savoir que pendant la période des années 80, certains revendiquaient leur droit à consommer de la drogue. Et il y avait par exemple une association qui doit exister toujours d'ailleurs, qui s'appelait ASUD, Association des usagers de drogue, et qui prenait part au débat sur le sida. Et puis on avait aussi des associations favorables à la légalisation du cannabis, comme l'un qui s'appelle le CIRC, hein, le collectif, alors je ne sais plus exactement, mais favorable à la légalisation du cannabis. Voilà, donc on voit comment les choses évoluent, hein, et aujourd'hui elles évoluent différemment entre les drogues dures et les drogues qu'on appelle douces, en tout cas s'agissant du cannabis en particulier. Et il faudrait raccorder ça à tout ce qui se passe s'agissant des drogues, s'agissant de l'alcool, pardon, et s'agissant du tabac, qui sont aussi des formes de drogue qui sont de plus en plus prohibées, ou en tout cas pas prohibées, mais qui sont fortement réglementées, etc., compte tenu de leurs effets néfastes en termes sanitaires. Donc on est dans une situation intermédiaire aujourd'hui, avec peut-être une renormalisation pour le cannabis, mais une forte prohibition et pathologisation des drogues dures. Donc une inversion de la norme, et une inversion de la norme dont on voit que à la fois elle est le produit du droit, mais aussi de la morale. C'est-à-dire que c'est les gens, parce que les drogues sont considérées comme néfastes en termes sanitaires, eh bien, les drogues sont, du point de vue moral, condamnées, condamnables, etc. Et ceux qui en consomment sont déconsidérés dans la société, discrédités, etc. Mais, bien sûr, cette réalité juridique et morale, des normes juridiques et morales, euh, en même temps, subit les effets de phénomènes sociaux. C'est-à-dire que la consommation de cannabis, par exemple, et les normes ordinaires s'agissant du cannabis, eh bien, vont s'imposer progressivement aux pratiques déjà institutionnelles, c'est-à-dire qu'on condamne de moins en moins de gens pour des consommations de cannabis, et c'est pour ça que je vous en parlais, peut très bien évoluer vers une légalisation du cannabis, donc une déprohibition. Donc le fait que là-dessus, on revienne à des normes de normalisation de la consommation de cannabis. Mais on n'en est pas là. Et pour l'instant,
il faut bien constater qu'on est passé de quelque chose qui était légal à quelque chose qui est illégal, quelque chose qui était une pratique ordinaire tolérable, et tolérée, même parfois valorisée, à quelque chose qui est dévalorisé, mal vu, et bien sûr condamné par la loi et pourchassé par l'institution, réprimé par les institutions, la police, la justice, et traité comme une maladie, dans le meilleur des cas, par le milieu médical. Un phénomène donc d'inversion des normes, mais on va voir dans un deuxième temps que le chemin inverse peut avoir lieu s'agissant de l'homosexualité.